Jouer, et en particulier jouer aux dés, cela s'est fait de tout temps, dans toutes les civilisations. L'idée n'est pas de faire l'histoire des différents jeux de dés, mais de se demander comment l'expérience des joueurs a pu amener une réflexion mathématique sur la combinatoire et sur les fréquences. Avant les dés cubiques, il y a eu les osselets, qui sont des astragales de moutons ou de porcs. En France, les osselets sont utilisés pour des jeux d'adresse, mais il y a encore des pays où ils servent pour les jeux de hasard. Un osselet peut tomber de 4 façons différentes, qui ne sont pas équiprobables. Un autre type de dé très ancien est ce coquillage qu'on appelle porcelaine, et il peut tomber avec ouverture visible ou non. Et c'est donc un dé à deux faces, là encore non équiprobable. Les dés cubiques sont apparus très tôt. Sur cette image, vous voyez des dés romains. Il y a des références au jeu de dés dans l'Odyssée. Sur ce vase grec sont représentés Achille à gauche et Ajax à droite. Achille annonce j'ai fait 4 et Ajax dit j'ai fait 2. C'est Achille qui gagne grâce à l'intervention d'Athéna qui surveille la scène. Les dés en Inde étaient plutôt des baguettes qui n'avaient donc que 4 faces sur lesquelles elles pouvaient tomber. L'équivalent indien de l'Odyssée est une épopée, le Mahabharata. Difficile à dater exactement, mais très ancienne en tout cas. Dans le Mahabharata, ce n'est pas l'enlèvement d'Hélène qui déclenche la guerre de Troie, c'est une partie de dés. Le méchant Shakuni attire sournoisement le roi Yudhishthira dans une partie de dés dans laquelle il va perdre toute sa fortune, son royaume, sa liberté et celle de sa compagne, Draupadi. Draupadi se demande si on avait bien le droit de l'utiliser comme mise. Et c'est une bonne question qui reste sans réponse. Ce livre, le livre des échecs, des dés et des tables, est un magnifique témoignage sur les jeux anciens. Il a été ordonné par Alphonse X, dit Alphonse le Sage. Dès le début du XIIIe siècle, la Reconquista de la péninsule ibérique par les chrétiens contre les musulmans est très avancée. Il ne reste plus au sud que le royaume de Grenade. Cet Alphonse X, qui devient roi de Castille en 1252, est parfaitement conscient de l'avance culturelle des Arabes. Il rassemble à Tolède des savants juifs, chrétiens et musulmans pour produire des traductions, soit en latin, soit comme ici, en espagnol. Ce livre sur les jeux est un des derniers de son règne. Il décrit le jeu des échecs, qui est un jeu de réflexion pure, les jeux de dés, qui sont des jeux de hasard pur, et ce qu'il appelle les jeux de table, qui sont les ancêtres du tric-trac et du backgammon, en quelque sorte des intermédiaires entre la réflexion et le hasard. Voici comment le livre commence. Comme il est dit dans les anciennes histoires de l'Inde, il était un roi qui aimait les sages, et qui les avait toujours avec lui et les faisait raisonner sur la nature des choses. Parmi eux, il y en avait 3 qui étaient d'opinions différentes. L'un disait que l'intelligence valait mieux que la chance, l'autre disait que la chance valait mieux que l'intelligence, et le troisième disait qu'il valait mieux se reposer sur l'une et sur l'autre. Quand ils eurent exposé la raison scrupuleusement, le roi ordonna qu'ils amènent un exemple pour prouver ce qu'ils disaient. Celui dont l'opinion était pour l'intelligence amena un jeu d'échecs avec ses pièces, pour prouver que celui qui avait plus de cervelle et d'intuition pouvait battre l'autre. Le second, dont l'opinion était pour la chance, amena des dés, montrant que l'intelligence n'était rien sans la chance, car il semble que ce soit par la chance que les hommes obtiennent leur bonne ou leur mauvaise fortune.
Le troisième, qui disait qu'il fallait s'appuyer sur les deux, amena une table à jouer, avec ses pièces comptées et les dés qui permettent de les déplacer pour jouer, comme il est montré dans ce livre. Et sur cette illustration, vous voyez les trois sages avec leur jeu. Celui du milieu porte un plateau avec 3 dés, montrant 6, 3 et 1. Dans beaucoup de jeux de dés, on commence par lancer 3 dés, comme au 421 de nos jours. Quand on lance 3 dés, il y a 56 résultats si on ne tient pas compte de l'ordre. Les résultats possibles sont énumérés dans le livre, tout comme sont évoquées les manières de tricher. Nous disons que les dés doivent être constitués de 3 formes carrées de 6 côtés égaux, tous égaux en taille, car sinon ils ne tomberont pas aussi souvent sur une face que sur une autre, et ce serait plus de la tricherie que de la chance. Ainsi, c'est la première des manières de tricher. Nous dirons ailleurs comment ceux qui veulent tricher fabriquent des dés pipés. Cet autre manuscrit annoncé sur les manières de tricher n'a pas été retrouvé, et on ignore s'il a été écrit. Comme les autres livres publiés à Tolède à l'initiative d'Alphonse X, celui-ci est probablement issu de la compilation de plusieurs traités arabes, mais on ignore lesquels. Les Arabes ont été de grands joueurs d'échecs, et il nous reste plusieurs traités sur les échecs. Et il faut dire que, dans le Coran, l'interdit religieux sur les jeux de hasard est très fort. Cela explique peut-être que les traités sur les dés aient été moins nombreux. Il existe un autre document, antérieur au livre d'Alphonse X le Sage, dans lequel il est aussi question de dés. C'est un long poème intitulé Dé Vétula, la vieille, ou Les amours d'Ovide. Parce qu'au XIIIe siècle, quand on voulait écrire des choses un peu osées, il valait mieux les attribuer à un auteur latin, pour ne pas se faire accuser par l'Église, surtout quand on était soi-même religieux, comme Richard de Fournival. On trouve dans ce poème l'énumération des 56 résultats possibles quand on jette 3 dés. La table 2 montre une autre manière de les énumérer, en commençant par les 6 résultats à 3 dés identiques, puis les 30 résultats à 2 dés identiques, puis les 20 résultats à 3 dés différents. Remarquez que les résultats contigus sont distingués en bas. Aussi bien le livre d'Alphonse X que le De Vetula de Fournival prouvent que l'énumération des résultats des 3 dés était connue de longue date. Au XIVe siècle, le poème de Fournival a été traduit en français par un certain Jean Lefebvre. Le passage sur les dés est plutôt cryptique et moins compréhensible que l'original latin. Les dés qui des bourses ôtées ont 6 nombres en 7 côtés. Le 7 fait sans doute allusion au fait que la somme sur 2 faces opposées fait toujours 7, et on ne voit pas bien ce que veut dire la suite. Cela prouve au moins une chose, qui est que pour Lefebvre au XIVe siècle, l'énumération des résultats de 3D n'allait pas de soi. La preuve d'une source arabe se trouve dans le passage suivant. Comment les Indiens jouaient à un jeu nommé algèbre, lequel se fait par arithmétique. C'est un jeu que les anciens nomment algèbre et d'autres almigrabal. Malgré la confusion entre les Indiens et les Arabes, on reconnaît le livre d'Al-Khawarizmi, Algèbre ou Al-Muqabala, qui est devenu Almigrabal. De Fournival avait donc eu accès à une traduction latine d'Al-Khawarizmi. D'autres passages expliquent pourquoi le livre est attribué à Ovide, qui vivait 8 siècles avant Al-Khawarizmi. Voilà, voilà. C'est frais, charmant et prune sautier, mais on comprend quand même un peu.
Pourquoi un chanoine n'osait pas signer cela? Hum, À propos, je suppose que vous n'avez pas besoin de moi pour la traduction? Là, c'est moins frais, moins charmant et moins prime sautier. Et c'est même carrément gore. Euh, Vous n'avez toujours pas besoin de moi pour la traduction, j'espère. Bien, bien, bien. Et si on passait à la suite? Le premier livre sur les jeux de dés est dû à Cardan, au XVIe siècle. C'est bien le cardan du joint de Cardan et accessoirement de la résolution de l'équation du troisième degré. Le livre s'appelle simplement Liber de Ludo Aleae, le livre sur le jeu de dés. Il commence par une réflexion philosophique sur le jeu en général. On y trouve aussi l'énumération des résultats. En haut, il s'agit des résultats de 2 dés et de leur somme. On comprend que 2 et 12 s'obtiennent d'une façon, 3 et 11 de deux façons, 4 et 10 de trois façons, etc. Le résultat 7, 8, 18 se réfère à un autre jeu. En dessous, Cardan donne les énumérations sur 3D. Vous voyez écrit verticalement sur la droite qu'il y a 216 résultats possibles. La colonne de gauche donne les tirages de somme. Il y en a un pour une somme de 3 ou de 18, 3 pour une somme de 4 ou de 17, jusqu'à 27 pour une somme de 10 ou de 11. La colonne de droite porte le titre Fritillus, qui veut dire cornet à dés, et pas frétillé, comme vous auriez eu tendance à le croire à cause de Fournival. Bref, c'est un autre jeu, plus compliqué que la somme. Même si clairement Cardan sait résoudre certains problèmes de dénombrement, les mathématiques ne sont pas l'objectif principal du livre. Cardan est un joueur invétéré, il connaît son addiction, et elle lui pose quelques problèmes philosophiques. Dans les temps de grande peur ou chagrin, quand même les plus grands esprits sont bien troublés, jouer est beaucoup plus efficace pour contrer l'anxiété qu'un jeu comme les échecs, du fait de l'attente continuelle de ce que la fortune apportera. Dans mon propre cas, quand il me semblait, après une longue maladie, que la mort était proche, j'ai trouvé beaucoup de réconfort à jouer constamment aux dés. Cependant, il doit y avoir de la modération dans la quantité d'argent impliquée. Sinon, il est certain que personne ne devrait jouer. Parmi les pertes encourues, on compte l'amoindrissement de la réputation, particulièrement si on avait un prestige considérable. À cela s'ajoute la perte de temps, les affaires que l'on néglige, le temps passé après le jeu à chercher comment se refaire et à se souvenir comment on a mal joué. Un autre savant qui s'est intéressé au jeu de dés est Galilée. Galilée recevait des subsides de Cosme II de Médicis qui a été grand-duc de Toscane entre 1609 et 1621. Galilée lui avait donné des cours quand il avait entre 15 et 18 ans. Et on suppose que ces considérations de Galileo Galilei sur le jeu de dés dont nous allons parler s'adressaient à Cosme de Médicis, et on appelle le problème le paradoxe du duc de Toscane. Il n'y a aucune preuve historique que ce problème vienne du duc de Toscane, et Galilée n'y fait pas référence. Le problème est le suivant. En ajoutant les résultats de 3D, il y a autant de manières d'obtenir 9 ou 12 que 10 ou 11. Or, comme le dit Galilée, une longue observation montre que le 10 et le 11 sont estimés plus avantageux par les joueurs que le 9 et le 12. Il y a donc une observation empirique. Le 10 est plus fréquent que le 9. Entre l'observation empirique et les dénombrements déjà donnés par Cardan, il y a un pas crucial que Galilée n'explicite pas d'ailleurs,
mais qu'il admet implicitement. Ce pas, c'est la loi des grands nombres. Si le 10 est plus fréquent que le 9, c'est parce qu'il y a 27 tirages parmi les 216 qui donnent 10 et seulement 25 qui donnent 9. Donc le 10 a plus de facilité, comme le dit Galilée, c'est-à-dire une plus grande probabilité en supposant les tirages équiprobables. Galilée donne les dénombrements qui sont les mêmes que ceux de Cardon. Il y a effectivement 6 manières différentes d'obtenir une somme de 10, autant pour une somme de 9. Mais les multiplicités qui sont détaillées dans les deux colonnes de gauche ne sont pas les mêmes. Finalement, le paradoxe là-dedans, c'est que depuis des temps immémoriaux, les joueurs font des observations empiriques, c'est-à-dire des stats, et des calculs de dénombrement, c'est-à-dire des probas. Mais jusqu'au XVIIe siècle, personne n'avait pensé à en faire des disciplines mathématiques.